Bonjour à tous, je m'appelle Hakim Bouazaoui, je suis interne de deuxième année au CHU de Rennes. Et ce cas-là, je l'ai vu pendant mon semestre en stage de service de génétique clinique du professeur Redan. Donc l'histoire commence dans une famille où la maman avait déjà eu 2 grossesses avec un enfant connu pour des troubles du neurodéveloppement qui avait été plus ou moins exploré et qui avait été étiqueté classique au départ. Nous, on la voit pour sa 3e grossesse, qui est la première grossesse avec son nouveau conjoint. C'était surtout pour ce problème de difficulté de visualisation du corps calleux lors des échographies prénatales. Donc, chez ce fœtus numéro 1, on avait déjà des anomalies à la première échographie, un type de déviation latérale du ventricule gauche sans dilatation, une déviation de la scissure interhémisphérique frontale et un corps calleux qui paraissait normal au départ. Lors de l'écho, donc on met bien en évidence cette asymétrie. Alors hop, on va la faire ici. On voit bien l'asymétrie qu'on voyait au départ au niveau de la scissure interhémisphérique. On voit une asymétrie des sillons latéraux qu'on voit peut-être pas bien ici. Et le corps calleux est effectivement court et il y avait aussi un excès de liquide amniotique. Devant ces anomalies des malformations cérébrales complexes, on décide de faire une IRM qui à 26 semaines, où on voit ces anomalies-là de façon un peu plus précise. Donc si on reprend, on voit bien la symétrie au niveau du lobe frontal, avec la déviation de la scissure interhémisphérique antérieure. Le corps calleux était effectivement court et très fin, inférieur au 5e percentile. On voit en plus un défaut d'operculisation de la vallée sylvienne gauche. La ligne médiane apparaissait normale. Devant ces anomalies, ces malformations cérébrales complexes et devant le pronostic neurodéveloppemental assez réservé, le couple se décide après réflexion à effectuer une interruption médicale de la grossesse avec un examen fœtopathologique qui s'ensuit. Donc l'examen fœtopathologique réalisé par Dr Kellin retrouve un fœtus masculin avec un terme théorique à 28 semaines, une croissance et un âge osseux qui correspondent. Il n'y avait pas de dysmorphie faciale notable et les anomalies retrouvées étaient un pli palmaire transversal unique et surtout des anomalies cérébrales complexes, donc où on met en évidence les anomalies précédentes vues aux imageries à type de déviation de la scissure interhémisphérique, d'absence de percusation de la vallée sylvienne gauche. On retrouve notamment d'autres anomalies qu'on caractérise de façon un peu plus fine à l'examen fœtopathologique. Ici, vous voyez une asymétrie de gyration des corps olivaires de la pyramide du bulbe rachidien et de la partie inférieure du cône. Là, on voit très bien l'asymétrie ventriculaire et la déviation de la ligne médiane. Nous décidons par la suite d'effectuer des analyses génétiques. L'ACPA était revenu normal et l'exome réalisé en trio retrouve un variant faussens hétérozygote, c'était notre variant d'intérêt, dans le gène TUB3 en C259C dans T, hérité de la mère, et qui était un variant absent de la base de données de population générale, non décrit dans la littérature, absent des bases de données de patients. Et devant l'histoire familiale et le contexte clinique, ce variant a été classé classe 4. En effet, quand on reprend l'histoire de la mère, on s'aperçoit que celle-ci avait eu dans l'enfance un antécédent de retard moteur au niveau de la motricité grossière et fine, des difficultés qui avaient nécessité de l'orthophonie dans l'enfance, mais il n'y avait pas de déficience intellectuelle particulière. Elle avait un profil cognitif normal et une insertion professionnelle tout à fait normale. Et donc vous voyez ici la symétrie ventriculaire avec un ventricule gauche bien dilaté. Mais bien que ce soit les mêmes anomalies que le fœtus, elles étaient bien moins marquées chez la mère.
Et donc, si on revient au cas de la grande sœur qui avait un trouble du neurodéveloppement qui était étiqueté clastique au départ, lorsqu'on reprend son histoire, elle était née à terme par voie basse sans complications avec un agar et des mensurations dans la normale, mais avec des petits troubles du neurodéveloppement qui sont apparus par la suite. Donc, on voit que, pendant les premières années, elle avait eu des difficultés à tenir la station assise sans aide. Elle a marché de façon libérée à 21 mois, mais cette marche restait assez difficile et hésitante. Des difficultés de l'équilibre avec un élargissement du polygone de sustentation, et même à l'âge de 5 ans, avait encore une hypotonie axiale et une fatigabilité et des difficultés à tenir la station assise. Au niveau du langage, elle avait du retard avec ses premiers mots à l'âge de 21 mois, mais progressait régulièrement. Néanmoins, elle a nécessité de l'orthophonie. Elle a réussi à s'insérer au niveau scolaire avec une scolarité subnormale, mais qui nécessitait l'intervention d'aide scolaire. L'évaluation neuropsychiatrique retrouvait un profil cognitif hétérogène, bien qu'il n'y ait pas de déficience. Elle avait toujours des difficultés pour le raisonnement mathématique et verbal. Alors, quand on demande la relecture de l'IRM de cette fille, devant ce contexte familial et devant les anomalies qu'on a constatées dans la famille, donc la relecture a été faite devant ce contexte-là, et finalement le diagnostic a été changé pour un diagnostic malformatif plus que classique. Et donc, lorsqu'on reprend l'imagerie de la demi-sœur qui a été refaite, en effet, nous constatons les mêmes anomalies que chez le fœtus et la maman. Donc, on a les mêmes anomalies chez les 3 membres de la famille, avec une déviation de la ligne interhémisphérique antérieure, un aspect dysmorphique du ventricule latéral, et des anomalies au niveau du noyau lenticulaire et du thalamus qui sont atrophiés. Le corps calleux était aussi un petit peu court et fin. Nous faisons un Sanger à la recherche de ce variant familial, et on voit bien que ce variant 259C s'agrège bien dans la famille de cette fille. Alors, ça c'est l'arbre familial où on a la mère, la première fille, et ici le premier fœtus. Et devant on retrouve bien le variant chez le premier fœtus, et donc cette dame a eu une autre grossesse quelques temps après, et a souhaité faire un diagnostic prénatal moléculaire par crainte de retrouver ce variant-là, et malheureusement nous retrouvons le même variant chez son nouveau fœtus qui a été également interrompu. Alors, si on revient au phénotype décrit dans ces anomalies de tubulinopathies, les tubulinopathies sont des pathologies avec un spectre assez large qui sont caractérisées principalement par des anomalies de dysmorphie des ganglions de la base et des anomalies du cervelet supérieur, et notamment du vermis. Ce sont les caractéristiques principales où peut s'associer d'autres anomalies de gyration comme la microlysiencéphalie, la lysiencéphalie ou d'autres anomalies. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, ce sont les phénotypes décrits associés aux variants dans TUB3. Alors, dans le gène TUB3, on décrivait historiquement 2 phénotypes distincts de malformation du développement cortical et d'ophtalmoplégie non progressive, ici. Ces deux grands phénotypes étaient associés à des anomalies, à des variants classiquement non-sens de novo dans des domaines aux conséquences fonctionnelles différentes. En tout cas, c'est de telle manière que c'était les hypothèses de départ. Mais en refaisant la revue de la littérature, en regardant les articles plus récents, on peut trouver des exemples de patients qui rendent un peu cette distinction plus floue, notamment pour ces 2 variants-là, glycine 71 arginine et glycine 98 sérine, qui encadrent
qui encadre notre variant à nous. Et chez les patients qui sont décrits avec ces deux variants-là, nous avons des phénotypes frontières qui sont à cheval entre le phénotype de MCD et de CFOM3. Et donc, chez les patients qui sont décrits avec ces deux variants-là, nous avons principalement des anomalies du neurodéveloppement, des anomalies cérébrales à type d'aginésie, d'hypoplasie du corps calleux et d'anomalies des thalamies de ganglions de la base, et aussi de la symétrie ventriculaire. Ce sont exactement les mêmes anomalies que nous avons chez nos deux patients en postnatal. Ce qui était intéressant, c'est que chez ces patients décrits avec ces deux variants-là qui encadrent le nôtre, il y avait également des anomalies ophtalmologiques, donc qui faisaient partie du spectre de CFOM3, à la différence des nôtres, où on n'a absolument pas de phénotype ophtalmologique. Ce qui nous fait penser que, bien que ces variants aient été décrits donc, avec un phénotype frontière, le fait qu'on retrouve notre variant qui tombe en plein entre ces premiers variants-là et qui sont encadrés par eux, rend encore le parallèle génotype-phénotype entre les variants et la clinique encore plus difficile. Et c'est pour ça que nous pensons que nos variants sont assez intéressants. Et autre chose aussi à noter, c'est que les variants qui ont été décrits dans la littérature en rapport avec ces phénotypes frontières étaient tous de novo. Et nous avons le premier variant familial qui tombe dans cette région-là. Voilà. Très bien. Bon, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus dans la prise en charge de cette famille et qui m'ont permis de faire cette présentation-là, notamment Dr Rosel qui a fait les imageries cérébrales, le CPDPN de Rennes et les différents services du CHU de Rennes, notamment professeur Redon et Dr Rollier, Dr Dubourg du service de génétique moléculaire, Dr Launay et professeur Jaillard du service de cytogénétique et Dr Kellin du service d'anatomie et de cytologie pathologique. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a des questions de Delphine. Merci pour cette belle observation. En fait, on commence à décrire de plus en plus des familles de tubulines dominantes. Nous, on est en train de les rassembler pour faire une publication. La question qui se pose, c'est la variabilité d'expression, hein. Évidemment, c'est tout à fait... on ne peut pas donner le pronostic dans ces familles-là, mais c'est vrai que c'est très étonnant de voir chez les parents un des parents qui présente les mêmes anomalies imageriques. D'où l'intérêt en prénatal quand même de faire des imageries cérébrales chez les deux parents quand on identifie une anomalie, parce qu'on peut tomber sur ces situations-là. Après, évidemment, la question d'interrompre ou pas interrompre revient aux parents. Le deuxième point sur TUB-B3, qui est un des gènes donc, des tubulines, c'est qu'on a décrit également des mouvements miroirs. Est-ce que vous avez recherché des mouvements miroirs chez la maman ou chez la petite fille? En tout cas, ce serait intéressant de le faire parce que c'est un des symptômes qui semble émerger pour ce gène-là. Oui, je suis d'accord avec toi, Delphine, c'est troublant. Alors, on avait fait l'IRM de la mère pendant la grossesse, hein. Donc elle savait qu'elle portait... La première petite fille, nous, on ne l'avait pas vue au départ, ça avait été vu à Paris, pas par toi, Delphine. Des grands noms de la radiologie pédiatrique l'avaient vue et elle l'avait étiqueté clastique. Donc c'est intéressant, a posteriori, en rassurant la maman en disant c'est accidentel, etc. Et la dame, en fait, ça lui est revenu après ces petites difficultés. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'on ait accepté l'interruption de grossesse pour le deuxième, mais le vécu de cette dame était dramatique. Pour elle, elle avait vécu un enfer avec sa première, elle était hyper culpabilisée d'avoir transmis, ça a été discuté à notre CPDPN, hein, évidemment, hein,
Et on a accepté quand même la deuxième. Mais sur les images, sur l'imagerie cérébrale, aujourd'hui, sur la distorsion en particulier de la ligne médiane, on évoque très très vite une tubuline. Mais c'était pas trop connu quand même. Juste une remarque sur les pseudoclastiques, en fait. Il y a un papier dans Genetic in Medicine, récent, je crois, Genetic in Medicine, ou dans un truc de neurologie, dans lequel, en fait, ils ont fait des exomes sur des personnes ayant été étiquetées accident néonatal, ou en tout cas, ou ischémie, ou polyhandicap d'origine indéterminée, et 20% sont d'origine génétique. Juste pour revenir à la famille, nous sommes en train d'explorer les grands-parents et donc de faire le séquençage et les imageries cérébrales pour les deux. C'est tout l'intérêt là d'avoir une histoire familiale pour confirmer une mutation. Et du coup, la deuxième grossesse, il y a eu une fétopathe ou pas? Parce qu'elle est récente, la deuxième grossesse, parce qu'elle n'est pas mentionnée dans le résumé. Oui, elle est très récente. Et donc, il y a une fétopathe, non? Parce non, que c'est assez délicat sur le plan psychologique de faire la fétopathe, parce que s'ils se rendent compte... Oui, c'était très très précoce et il n'y a pas eu de fétopathe pour cette raison. Oui, mais enfin, ils auraient peut-être pu trouver, mais c'est délicat. Oui, ok. D'accord. Bon, ben merci beaucoup.